Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Qui d'autre que Patrick Vieira et Roy Keane pouvaient mieux illustrer les rencontres au sommet de la Premier League lorsqu'Arsenal et Manchester United étaient plus que régulièrement à la lutte pour le titre de champion. Entre 1996 et 2005, les deux joueurs légendaires de leur club ont cristallisé les tensions entre deux formations qui ne s'aimaient pas. Ils se détestaient, on les adorait. Le podcast du jour vous propose un duel Roy Keane versus Patrick Vieira. Et pour m'accompagner, Raphaël. Salut les gars. Gilles Christ. Salut à tous. Et Johan. Salut les gars. Messieurs, on entre dans la dernière ligne droite de notre saison 2 des libéraux. Et c'est une belle façon de commencer cette dernière ligne droite avec ce fameux duel qui a égayé nos années d'enfants. Première question, on se souvient tous de ces bagarres, de cette violence parfois, de cette méchanceté qu'il pouvait y avoir entre les deux joueurs. Raphaël, si je te dis Roy Keane, Patrick Vieira, ça te renvoie à quoi tout de suite? Ça me renvoie forcément à l'image dans le tunnel à Highbury avec le maillot noir de Manchester, de Roy Keane et Patrick Vieira qui s'insultent, etc. Donc forcément, ces deux genres, ils nous font penser déjà à la rivalité fin des années 90, début des années 2000 entre Arsenal et Manchester qui était très ardue et symbolisée par ces deux hommes à juste titre parce que c'était les deux patrons du milieu de terrain, c'est les deux qui sont restés presque 10 ans l'un pour l'autre, un 12 ans et l'autre 9 ans dans leur club respectif. C'est les leaders charismatiques et c'était, on va dire, les étincelles de toutes ces chamailleries, bagarres et autres qu'on a pu assister en tant qu'enfant. Tu as parlé de représentation, je pense que tu as raison. C'est vraiment un mano à mano entre deux clubs, deux coachs aussi, mais surtout entre ces deux joueurs qui ont résumé la Première Ligue pendant 10 ans. En fait, Gilles Christ, quand on parle de Roy Keane et de Vieira, on fait l'histoire de la Première Ligue entre 96 et 2005. Entre 96 et 2005, mais après, par exemple, pour Roy Keane, puisque moi je suis un peu plus proche de Manchester United que d'Arsenal, comparé à Johan, par exemple, voilà. C'est pas drôle. C'est drôle quand même. Parce qu'on parlera aussi de tes amitiés avec d'autres clubs par la suite. Mais par rapport à Roy Keane, qui arrive à Manchester en 93, après le premier titre de Sir Alex Ferguson et de Manchester United en Premier League, il y a vraiment cette hégémonie qui commence à se mettre en place où Manchester est le nouveau shérif dans la ville et qui commence à faire descendre Liverpool de son perchoir. Et Roy Keane symbolise cette époque-là, même s'il y avait Cantona sur les premières années, quand il va prendre le flambeau, au moment où Vieira aussi va arriver en Premier League et aussi va prendre du galon du côté d'Arsenal avec le doublé en 98, Roy Keane prend les rênes de Manchester, le capitanat, et il va y avoir cette rivalité qui va perdurer, on va dire, tout au long de ces années-là jusqu'en 2005. Et c'est vraiment ça cristallisait un moment très fort de la Première Ligue où la rivalité était à son paroxysme entre ces deux équipes, où chacun se rendait coup pour coup, saison après saison. C'est marrant ce que tu dis parce que quelque part Roy Keane va être aussi une représentation de ce entre guillemets vieux Manchester United de la vieille Premier League qui gagnait tout le temps dans les années 90 et en fait il représente aussi ce Manchester United qui a dû s'adapter pour pouvoir continuer à gagner face à ces nouveaux arrivants, ces nouveaux joueurs extrêmement talentueux qui étaient étrangers et qui venaient titiller Manchester United et qui a obligé ce club à changer sa manière de jouer et ces joueurs étrangers ils sont parfaitement représentés, Johan, par Patrick Vieira. Bien sûr, Patrick Vieira, ça représente la nouvelle vague de joueurs étrangers qui arrivent dans l'un des plus grands clubs anglais et qui impose son style, qui met en lumière sa patte, justement. Notamment, comme j'ai dit, Patrick Vieira, c'est vraiment le joueur qui a changé pas mal de choses dans le milieu de terrain d'Arsenal. Avec l'arrivée aussi, bien sûr, d'Emmanuel Petit, notamment au milieu de terrain avec lui. Mais il est clair que Patrick Vieira représente cette nouvelle génération de joueurs étrangers qui viennent titiller un peu les bonnes vieilles habitudes du royaume de Sa Majesté, quoi. J'ai Christ parlait de
sa proximité avec Manchester United. Alors, je vais lui donner la parole pour en parler un peu de ce que peut représenter Roy Keane. Le poids de Roy Keane à Manchester United. Alors, tu as rappelé son arrivée de Nottingham Forest. Il est resté 12 ans et demi, comme l'a précisé Raphaël. C'est surtout 480 matchs, toutes compétitions confondues, dont 326 de Première Ligue. C'est aussi très important de le rappeler, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est 51 buts. Ça montre une de ses qualités chez Roy Keane. C'est aussi quelqu'un, j'écris, qui est 7 fois champion, 4 FA Cup, le fameux triplé aussi en 99. Et Roy Keane, c'est le top 5, top 6 des meilleurs joueurs de Manchester United. Oui, top 5, top 6. Et en plus, tu te dis que c'était aussi à l'époque, notamment sur les dernières années, au début des années 2000, jusqu'à la fin de son contrat, l'un des joueurs, c'était peut-être même le joueur le mieux payé de Première Ligue. Parce que il symbolisait vraiment quelque chose pour Sir Alex Ferguson, qui disait que c'était le meilleur milieu de terrain du monde, de sa génération, à son époque. Et qui c'était aussi, c'est vrai que là on parle vraiment de son agressivité, mais c'est aussi un formidable joueur qui imprime un rythme au milieu de terrain qui était assez important, assez intense, et qui permet justement d'être un des facteurs qui déclenche aussi le Fergie Time que l'on connaît, aux côtés de Scholes notamment. Et c'est ce type de joueur que Manchester avait et que, par exemple, la rivalité que les rivaux n'avaient pas et qu'ils ont réussi à avoir avec ce répondant qu'il faut avoir notamment et dans le jeu et dans le caractère sur le terrain, et que Arsenal a réussi à avoir avec notamment Patrick Vieira. Patrick Vieira, justement, Johan, parce qu'on aura l'occasion, ça va occuper un gros morceau de notre podcast sur ce qu'étaient ces deux joueurs techniquement et notamment en ce qui concerne leur leadership. Mais Vieira, pareil, à Arsenal, c'est quasiment tout aussi fort que Roy Keane à Manchester United. Il est arrivé du Milan en 1996 dans les bagages d'Arsène Wenger. Il est resté 9 ans dans ce club. C'est 406 matchs, toutes compétitions confondues, 279 de Première Ligue. C'est 3 fois champion, 4 FA Cup. Pareil, même question que pour Roy Keane. Top 3, top 4, top 5 des joueurs d'Arsenal. C'est une révolution, ce garçon. Mais clairement, Patrick Vieira, comme tu l'as très bien dit, il arrive par la petite porte quand même. Il arrive par la petite porte à Arsenal. Et c'est vraiment Arsène Wenger qui le fait confiance, qui le place dans son milieu de terrain. Comment ? Un échec au Milan. Oui, voilà, un échec au Milan, un échec cuisant au Milan, dont Silvio Berlusconi a copieusement insulté de chèvre. Mais c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération de joueurs, Patrick Vieira, mais qui change pas mal de choses au milieu de terrain. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait déjà une personne quand même qui était assez importante au milieu de terrain Arsenal qui s'appelle Ray Parlour. Mais voilà, on sentait qu'il manquait quelque chose au milieu de terrain. Et Patrick Vieira, justement, a amené ce chaînon manquant. Patrick Vieira, c'est quand même 11 buts de moyenne par saison depuis son arrivée. Durant toute sa période d'Arsenal, c'est 11 buts de moyenne par saison. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et il est clair que de 1996 jusqu'à son départ en 2005, on a vu vraiment un Patrick Vieira qui est venu, qui s'est imposé dans l'équipe d'Arsenal et qui s'est imposé aussi dans la hiérarchie des milieux de terrain de Première Ligue, quoi. Traiter Patrick Vieira de chèvre, il y a des gens, je vous l'assure, qui vont très mal vieillir et qui vont souffrir dans leurs derniers jours de leur vie. Ça, c'est sûr, ils vont le payer. Raphaël ? Il le paye déjà. Ah, ça, c'est une autre considération. Il a Monza, quand même. Ah, sacré Ruby. Alors, si Keane et Vieira se sont autant tirés la bourre, c'est aussi et avant tout, Raphaël, parce qu'ils se ressemblent. Alors, j'aimerais d'abord qu'on parle de ce qui est de leur état d'esprit. Ces deux joueurs qui ont un leadership incroyable, ils ont une soif de vaincre infinie. C'est des joueurs qui tirent tout le monde vers le haut, qui sont prêts à défendre aussi leurs coéquipiers. En fait, c'est deux chiens fous, deux mâles dominants, et ils se ressemblent tellement qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur le terrain. Ils ne pouvaient pas s'entendre sur le terrain, comme tu dis. Moi, souvenir que j'ai en tête, c'est leurs multiples querelles, comme par exemple le match en 99-2000 qui avait dégénéré quand Vieira vient sur Keane après un contact et ça a dégénéré une bagarre générale. C'est Keane qui laisse traîner la jambe, je précise quand même. C'est Keane qui laisse traîner la jambe, mais c'est Vieira qui revient vraiment. Enfin, voilà, Keane avait après calmé les jeux, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire que, comme tu dis Reda, c'est deux joueurs qui se ressemblaient tellement que par la suite, quand les joueurs n'étaient plus sur le terrain et avaient raccroché les crampons, ils se retrouvaient pour reparler du bon vieux temps. Et c'était au final une histoire qui devait se terminer comme ça, en fait, parce qu'ils se ressemblaient tellement qu'au final, ils étaient pareils. Donc au final, c'était deux joueurs qui représentaient leurs équipes, qui étaient le symbole justement de cette rivalité, de leur puissance, parce que, comme tu l'as bien dit, Johan,
voilà, Vieira, il est venu compléter ce chaînon manquant au milieu de terrain. Et même si le Arsenal, on pense d'abord à Thierry Henry, à la magie des joueurs comme Overmars ou Bergkamp, c'est quand même Vieira qui apporte vraiment ce truc en plus, on va dire, ce piston entre la défense et l'attaque, qui a permis justement à Arsenal de faire le doublé en 98, en 2002 notamment, la saison des Invincibles en 2004. Donc voilà, et tu fais bien de le mentionner. Alors, ils sont similaires dans l'état d'esprit. Ils sont surtout aussi, et ça peut-être qu'on ne le dit pas souvent, similaires techniquement ou tactiquement. Ce sont deux milieux de terrain quasiment parfaits pour le dispositif tactique à la mode à l'époque, le 4-4-2 à plat. On a deux milieux qui sont solides, rugueux et qui ont une excellente projection vers l'avant. Gilles Christ, ça se dit pas souvent, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais on peut quand même dire que sur un terrain de foot, ce sont deux joueurs qui ont le même rôle et qui savent faire les mêmes choses. Oui, après c'est vrai qu'en termes de physionomie de joueurs, ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques physiques. On connaît le long Patrick Vieira avec voilà ses grandes jambes et qui a cette influence notamment par rapport à sa gestuelle et sa grande carcasse, alors que Roy Keane a un physique un peu plus un peu plus moyen. C'est 1m80 pour 75 kilos, donc c'est plus petit, mais c'est vrai qu'il se ressemble notamment dans la façon de justement imposer encore une fois le rythme, de se projeter vers l'avant au milieu de terrain et de créer aussi des occasions de but et le surnombre aussi en attaque. C'est ça. Sur certaines situations. On se souvient de très beaux buts de Patrick Vieira où il perce dans l'axe ou après il finit par un très joli avec un joli piqué, avec beaucoup de lucidité. Et ce sont des joueurs qui arrivent justement donc quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, ils n'ont pas de difficulté à être décisifs pour concrétiser les actions. Et pour Roy Keane, on a plus ce côté un petit peu plus bad boy qui ressort, mais alors qu'il est, je le dis, je le répète, un formidable joueur de football avant tout. Mais excuse-moi Reda, j'en profite par la même occasion. Ce que tu dis, Gilles Christ, c'est intéressant dans le sens où on a quand même l'opposé concernant la tête des joueurs avant le match, parce qu'on a Vieira qui est toujours un petit peu plus souriant, etc. Et Roy Keane, c'est tout l'inverse. Roy Keane, il est méchant avant le match, pendant et après le match. C'est ça qui Après, c'est une façon qu'ils ont personnelle de narguer l'autre, hein, parce que ce sourire narquois dont tu parles, de Johan de Vieira, c'était un sourire narquois. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, Raphaël parlait de justement l'anecdote du vestiaire. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment l'image qu'on a tous en tête. Mais ce que Roy Keane reproche à Vieira, en plus de parler un peu trop, c'est justement de se faire passer pour le gentil garçon. Et ça, c'est quelque chose qui casse vraiment les bonbons à Roy Keane. Parce que sur le terrain, ils savent que c'est pas un gentil garçon, Vieira. C'est un vrai voyou en plus, Patrick Vieira. Et si on avait les verbatims de Vieira sur un terrain ou dans un vestiaire avant le match, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec les caméras des télévisions, on se serait rendu compte que Patrick Vieira disait des choses, que ce soit en Angleterre ou en Italie, qui étaient passées l'entendement. Zlatan Ibrahimovic notamment. Ouais. Il paraît qu'il faisait des choses aussi bizarres un peu dans le vestiaire. Ah, mais ça provoquait le départ de certains joueurs vers le Real Madrid, apparemment. Exactement, ouais. Nicolas Nelka s'en souvient très bien, mais je ne sais pas si on a le droit de parler de cet incident. Non, on n'a pas le droit, je crois. Disons qu'il y a des pénis qui frappent des visages d'individus. Voilà, maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut de cette doucement, anecdote. parce que Nicolas Nelka, c'est quelqu'un que j'adore. Donc, doucement, les gars. On va lui régler son compte la saison prochaine. J'ai pas précisé le pénis était acquis et j'ai pas précisé le visage était acquis, hein, attention. Alors, on va faire un petit focus peut-être. Non, juste avant de faire le focus, justement, Johan, tu as la parole. Hein, tu parles beaucoup en ce moment, alors je vais te laisser garder la parole. C'est un truc qui est très important aussi pour moi. Je ne sais pas si vous avez la même lecture, mais Roy Keane et Vieira étaient d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait absolument dominer son vis-à-vis. Vieira par rapport à Roy Keane par rapport à Vieira. Parce que dominer l'autre, c'était assurer à son équipe la domination sur son adversaire. Roy Keane voulait dominer Vieira pour aider Manchester à dominer Arsenal, et Vieira voulait dominer Roy Keane pour aider Arsenal à dominer Manchester United, tellement ces deux joueurs étaient au cœur du jeu. Oui, mais clairement, parce que quand on parle de d'âme du club, en fait, d'âme de l'équipe, mais c'est exactement ce cas de figure-là. Quand Roy Keane n'est pas en forme, Manchester n'est pas en forme. Quand Vieira n'est pas en forme, Arsenal n'est pas en forme. Et c'est bien incroyable. Sûr que la domination justement d'un club à cette période-là d'Arsenal ou de Manchester, elle dépendait énormément de ces deux milieux de terrain-là. Et comme à titre d'exemple, Roy Keane en 1999,
fait l'une de ses meilleures saisons après la grosse blessure qu'il a eue la saison d'avant. Et là, on l'a vu clairement que, justement, en 98, je reviens en 98, Eric Cantona est parti, il manquait ce leader au milieu de terrain. Roy Keane se blesse, mais il manquait ce leader au milieu de terrain. Et quand Roy Keane revient pour la saison 98-99, Manchester a un autre visage. Et Manchester, justement, ça leur permettra de gagner les trois titres que l'on sait. Mais Roy Keane, la saison qu'il fait, elle est extraordinaire. Et que ce soit en Ligue des Champions, notamment son match contre la Juventus, que ce soit en Cup contre Arsenal, même s'il prend un rouge au Villa Park. Mais même l'ensemble de la saison, on montre vraiment que Roy Keane du côté de Manchester et Vieira cette saison 2002 où vraiment il change de dimension, et que dire en 2004 ce que c'est. On sent vraiment que si ces deux-là ne sont pas en forme, les deux clubs ne peuvent pas prendre le dessus l'un sur l'autre, quoi. Désolé, je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Johan. C'est pas pour rien que Ferguson lui octroie le brassard en 97 après le départ de Cantona. Et comme tu dis, en plus, malgré qu'il n'ait pas fait les deux finales en 99 de Ligue des Champions et de FA Cup à cause de suspension, on va dire qu'il a passé outre de sa grosse blessure au genou. Puis en 99-2000, pour moi, c'est sa meilleure saison en Manchester United. Il est même élu meilleur joueur de la saison première. Alors, justement, parlons-en. De la saison, il est dans le top 30 du Ballon d'Or d'ailleurs au passage. Parlons-en. On va faire justement ce focus Roy Keane avant d'attaquer Vieira, mais vraiment pour ce qu'ils étaient footballistiquement, parce que on a plus ou moins mentionné ce qu'ils étaient tactiquement avec Gilles Christ tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus profondément dans cette question par rapport à ce qu'ils étaient en fonction des autres joueurs de leur poste dans leur génération, etc. Tu as mentionné beaucoup de matchs importants, Johan. Tu as cette demi-finale de FA Cup, le rematch contre Arsenal où il est expulsé. Je rappelle aussi que dans ce match-là, le fameux but Giggs, c'est Vieira qui fait une passe, mais c'est pas si pire qu'une mauvaise passe, c'est une passe de chèvre, justement. Si Berlusconi avait fait cette passe, il aurait dû. J'avais raison. Malheureusement, tu dis pas faux, malheureusement. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est intéressant aussi ce match-là dans ce duel Roy Keane-Vieira. Mais par contre, oui, voilà, Gilles Christ, la saison 98-99, et notamment ce match contre la Juventus où c'est lui qui sonne la révolte. Juste après la saison 99-2000, allez, Roy Keane, il est à son apogée. Il est clairement à son apogée. En plus, moi, je dirais, sur la saison 98, 99 et 99-2000, Roy Keane n'a pas d'équivalent, et c'est pour ça que c'est le joueur le mieux payé du royaume. Et du coup, sur cette époque, comment dire, quand on voit le match contre la Juve, où il sonne la révolte, où il marque le but, il est suspendu parce que en plus il y avait une anecdote comme quoi la mauvaise passe qu'il avait reçue de la part de Blomqvist, je crois, de Blomqvist, oui, tout à fait, l'a obligé justement à tacler Zidane, et après par rapport à ça il lui en a voulu pendant 7 semaines. Il n'a pas adressé la parole. Et il me semble même que pendant le match il lui crie dessus. Il l'insulte. Exactement, parce qu'en plus Keane et Scholes sont suspendus pour la finale, et on voit que Manchester souffre contre le Bayern. Donc c'est dire l'influence de ces joueurs-là, puisque c'est vrai que c'est sur un miracle qu'ils s'imposent, mais que quand ces joueurs ne sont pas là, effectivement, on sent la différence qu'ils apportent. Et sur la saison 99-2000, même si je pense que David Beckham aussi fait une très belle saison et qu'elle n'a pas été assez valorisée à mon sens par rapport à celle de Keane, qui est élu meilleur joueur par les joueurs et par les journalistes, ce qui n'est pas anodin quand même à cette époque-là. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Et en plus, il met 7 buts en Ligue des Champions. C'est énorme. C'est énorme. Il y avait les deux phases, il y avait plus de matchs, mais quand même. Mais même si, quand même, il met un but contre son camp en quart de finale contre le Real, qui a fait bien plaisir. Voilà, tu vois. Mais je ne sais pas si ça fait plaisir à Johan, puisqu'il supporte le gamin. J'étais bien content, t'inquiète pas, j'étais très très content. Mais par exemple, oui, mais c'est dommage, parce que c'est vrai que ce but contre son camp peut-être vient entacher une saison exceptionnelle avec énormément de buts en Champions League, mais quand même 7 buts en Champions League, pour l'époque, j'allais dire c'est trop, et pourtant il a répondu présent. Et il a fallu un très grand Real Madrid à Old Trafford pour pouvoir sortir ce Roy Keane pour peut-être un back-to-back qui aurait été inédit dans le football européen.
Alors, tu parlais tout à l'heure de son gabarit qui est compensé par une rage de vaincre sans faille. On ne serait pas totalement complet dans ce podcast-là si on ne parle pas aussi de ce qu'est quelque part Roy Keane, en tout cas de ce qu'il est dans l'esprit des gens. C'est quand même quelqu'un qui est assez agressif dans le bon sens du terme, mais aussi agressif dans le mauvais sens du terme, parce que c'est aussi quelqu'un dont on ne peut pas se passer, dont on peut pas se défaire dans un pressing, mais il peut aussi, Johan, se montrer très méchant quelquefois. Ouais, demandez au père de l'attaquant de Dortmund d'aujourd'hui, Alf-Inge Haaland, qui a vraiment subi les foudres de Roy Keane en cette saison 2001. Il a bien cherché quand même. Oui, il a bien cherché. Il a bien cherché 3 ans avant. Bien sûr, lors de sa blessure contre Leeds, c'est clair que voilà. Exactement. Donc oui, c'est vrai que Roy Keane, c'est malheureusement cette agressivité parfois trop excessive qui lui vaut pas mal de cartons jaunes, voire les cartons rouges. On a parlé notamment de cette demi-finale de la Cup à Birmingham contre Arsenal où il prend un rouge. Donc malheureusement, ouais, ça a été ça le gros bémol de Roy Keane. Mais je pense quand même que quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, je pense que tu n'es pas si malheureux que ça. Un peu comme Gattuso à l'époque au Milan AC, également. Non, mais par exemple, là, tu viens de parler des cartons de Roy Keane. Et ça qui est intéressant, c'est que celui qui a le record des cartons rouges en première ligue, c'est Patrick Vieira, avec 8 cartons rouges. On peut dire il a pris cher quand même lors de cette saison 99-2000, Patrick Vieira. C'est même cette saison où il craque totalement, où il a même envie de quitter la première ligue parce qu'il estime justement que les arbitres sont ligués contre lui. Donc c'est vrai que Vieira aussi a pris pas mal de cartons, notamment lors de cette saison. Mais je pense que quand tu as le record de la première ligue, on ne peut pas dire que c'est toujours parce que les arbitres ils sont méchants quand même. S'il en avait eu 4. Mais voilà, je suis supporter d'Arsenal, donc je dirais que c'est un complot. C'est quand il rate son penalty aussi contre Galatasaray, ça n'a pas dû aider aussi. Ça, c'est un complot, ça aussi, Johan, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais bon, continuons. Nous parlons de Première Ligue et pas de Coupe de UEFA. On va faire un podcast sur les grandes déceptions d'Arsenal. Je pense que la liste est assez longue. Je pense aussi. Non, je rigole. Alors justement, Vieira, ce record de carton rouge, c'est peut-être son seul défaut finalement, parce que la pieuvre, c'est ce joueur qui est aussi grand et à la fois aussi grand et agile, avec un volume de jeu incroyable, projection de balles, protection de balles. Il sait aussi très bien aider ses coéquipiers quand ils sont tout devant. Il a une faculté de jouer court, de jouer long avec absolument aucune difficulté. J'ai triste entre 2000 et 2004. Allez, je vois un peu large. Là, pour le coup, c'est Patrick Vieira, le meilleur joueur du monde, en tout cas à son poste. À son poste, ouais, effectivement. En plus, il y a cette année de 2001, même si je pense, et j'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler, que Pires en 2001 était pas mal en tant que joueur français, mais c'est Patrick Vieira qui est élu joueur français de l'année en 2001. Et c'est vrai que sur cette période, au milieu de terrain, pour Patrick Vieira, c'est quand même c'est la référence. Et que si Arsenal ne blague pas en Angleterre, bon, un peu moins en Europe, mais ne blague pas dans le cadre de la Première Ligue, c'est parce que Patrick Vieira est fondamental et crucial dans le jeu d'Arsenal. Et c'est très, très, très important le rôle qu'il a eu. Et notamment aussi avec le rayonnement qu'il avait avec l'équipe de France. Là, je parle vraiment sur l'année 2001 où il a été très important. Il y a eu les déceptions après pour 2002 et aussi 2004. Mais Patrick Vieira, il fait partie des meilleurs à son poste. Comme d'autres, c'est vrai que là, tout à l'heure, Raphaël avait cité Gattuso, même si je pense qu'il était encore un cran en dessous. Mais voilà, avec les Claude Makelele, avec les Roy Keane, ce sont des joueurs qui, devant la défense, sont omniprésents. Et en fait, tu parlais de pieuvre tout à l'heure pour parler de Vieira. C'est vraiment ça, en fait. On a l'impression qu'il est multifonction et qu'il a une influence qui touche à la fois les défenseurs, les milieux ou même les attaquants. C'est impressionnant en termes de volume de jeu. Très à l'aise avec Parlour. Très à l'aise avec Emmanuel Petit, qui considère comme étant le meilleur joueur français avec lequel il a joué à Arsenal. Extraordinaire avec Gilberto Silva, Raphaël. Finalement, peu importe son coéquipier au milieu de terrain, Vieira est toujours présent, est toujours le leader, est toujours le plus fort. Exactement. Je vais rebondir sur ce que dit J-Chris. En fait, moi, ce que je trouvais vraiment impressionnant chez lui, c'est il était long, mais il prenait beaucoup d'espace, un volume impressionnant. Piston, défense, attaque. Il te lançait des contre-attaques, côté droit, dans l'axe.
il était au démarrage, à la finition, et il gardait sa lucidité devant le but. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en plus, voilà, il te mettait des frappes de lourd. Moi, je pense, je sais pas, à sa frappe barre en 30, je sais plus c'était contre qui en première ligue, sa demi-volée avec la France contre la Corée du Sud. Enfin, il sortait toujours des belles frappes, mais aussi des actions pleines de lucidité. Pour revenir aussi sur l'année 2000, je pense aussi que l'arrivée de Pires et de Woodward cette année-là l'a aussi un peu rassuré, parce que peut-être qu'il en a un peu marre de la première ligue, mais je pense que ça a dû jouer en sa faveur pour qu'il reste à Arsenal. Mais en tout cas, par la suite, vraiment, je pense que là, ça a été l'année déclic 2000-2001. Il fait une année exceptionnelle et s'ensuit les différents exploits. Mais en tout cas, moi, Vieira, franchement, c'est le mec, même avec l'équipe de France, au Mondial 2006 par la suite, c'est vraiment le gars qui va te sortir de pétrin, il va te passe décisive, but. Enfin, moi, je pense même à la passe décisive à l'Euro 2000 pour Djorkaeff contre l'Espagne, par exemple. Enfin, je dérive un peu la première ligue, mais des actions qui m'ont marqué, tu vois, des altruistes, décisifs, récupération de balles, contre-attaque, attaque placée. Complet, il était vraiment complet et malgré sa grande taille. Et forcément, l'avantage qu'il avait par rapport à Roy Keane, c'est qu'il avait aussi la grande taille. Donc, duel aérien, etc. Forcément, c'était à son avantage aussi. Et je voulais dire aussi un truc par rapport à Patrick Vieira pour l'équipe de France. Peut-être qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais franchement, Didier Deschamps, il avait la chance d'avoir deux béquilles à l'Euro 2000, qui étaient Vieira à sa droite et Petit à sa gauche, parce que je pense que si il avait été esselé à ce moment-là, il aurait vraiment souffert. Et je pense que son histoire avec l'équipe de France se serait très très mal terminée. Et donc, il peut remercier Patrick Vieira notamment. Comme Vieira peut remercier Deschamps aussi bon bref, on aura l'occasion de parler de ça. C'est le Juventino qui parle. Non, mais de toute façon, Didier Deschamps n'a absolument aucun défaut à part celui d'être coach. Bon, alors justement en parlant de coach, ce qui est intéressant aussi avec ces deux joueurs, Roy Keane et Patrick Vieira, c'est le rapport qu'ils ont avec le coach qui les a accompagnés tout au long de leur carrière, en tout cas tout au long de leur carrière dans ces clubs-là. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle un peu maintenant. D'abord, la relation qu'il y a entre Patrick Vieira et Arsène Wenger, qui est aussi très intéressante parce que déjà, la première personne qu'il avait dans ses bagages, Arsène Wenger, Arsène Who, avant qu'il vienne, c'était Patrick Vieira qu'il avait dans ses bagages. Et j'ai envie de dire aussi, vous pouvez le mentionner si vous voulez, même si on n'est pas obligé d'aller profondément, mais c'est aussi au départ de Patrick Vieira que Arsène Wenger commence aussi à chuter. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel regard vous avez, Johan, le Gunners, quel regard tu portes sur la relation Wenger-Vieira ? Je vais dire un terme un peu bateau, c'est une relation père-fils qu'il y a eu. Comme j'ai dit, dans le sens où Arsène Wenger arrive, n'est pas très connu, donc Arsène Wenger ramène dans ses bagages quelques joueurs français, notamment Vieira, Gilles Grimandi et Rémi Garde, et Emmanuel Petit aussi. Donc Patrick Vieira, comme je vous l'ai dit précédemment, il vient du Milan AC par la petite porte, donc personne ne le connaît. Donc je pense que ce qui est intéressant avec Arsène Wenger, c'est que lorsqu'il inclut un joueur dans un projet, il ne le lâche pas, même s'il y a des périodes un peu plus difficiles. Arsène Wenger l'accompagne du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça a été le cas concernant Patrick Vieira. Patrick Vieira a connu des moments difficiles à Arsenal, comme je vous l'ai dit en 2000 notamment. Et je sais que c'est Arsène Wenger justement qui l'a persuadé justement de rester et de faire encore les 4 ou 5 dernières saisons qui ont suivi. Donc oui, c'est une relation père-fils qui est entre Arsène Wenger et puis Patrick Vieira, comme ça a pu être le cas aussi avec Thierry Henry, parce que Thierry Henry vient de la Juve aussi par la petite porte et Arsène Wenger fait d'Henry justement le joueur qu'il est devenu. Donc oui, on peut parler de relation père-fils à ce niveau-là, quoi. C'est une relation qui a quasiment aucune égratignure, contrairement à celle entre Roy Keane et Alex Ferguson, qui là aussi on peut parler de relation père-fils, mais c'est une relation père-fils aussi qui s'est cassée avec le temps. Je sais qu'il y a une anecdote, enfin pas une anecdote, mais une citation de Alex Ferguson qui dit les qualités de Roy Keane en disant qu'il est parfait, qu'il court partout, que c'est un honneur d'avoir joué avec lui. Et Roy Keane qui dit c'est m'insulter que de dire ça parce que j'ai juste bien fait mon travail. Et je crie la manière dont leur histoire s'est terminée, cette année 2005, cette histoire de contrat qui se déchire. Je sais pas quelle lecture tu as de cette relation, parce que ils se sont fait mutuellement, et puis en même temps, il y a comme un goût amer qui reste entre les deux et qui fait que ça gâche un peu cette belle histoire. Oui, effectivement. Après, quand je pense que c'est Sir Ferguson qui en parle bien dans son livre,
Où il parle de cette dernière saison, ou même voilà, de la saison d'avant, où on tournait en stage de préparation au Portugal. Roy Keane commence comme il a toujours fait, hein, que ce soit en équipe nationale ou avec Manchester, se plaint parfois de la qualité des installations, où là où justement Ferguson lui disait que les installations étaient plutôt pas mal. Et en fait, il avait vu des attaques, on va dire, placées contre Carlos Queiroz notamment. Ferguson est venu à la défense de son assistant contre Roy Keane, qu'il a mal pris et qui s'était mis dans une colère noire. Et donc, du coup, là, par rapport à ça, c'était malsain, notamment sur les dernières saisons. Et aussi notamment sur la dernière où Manchester est catastrophique en Ligue des Champions, ils perdent contre Lille, en plus ils perdent, je crois que c'était contre Middlesbrough. C'est vraiment ce match-là qui a créé une scission. Une scission où Keane répète les plombs sur la chaîne du club, parce qu'en fait c'est comme si il s'était dit que j'attaque l'entraîneur sur la chaîne du club et pour critiquer les jeunes de Manchester. Et Sir Alex Ferguson se disait que déjà qu'il sentait que le niveau de Roy Keane baissait par rapport au problème de hanche qu'il avait, qui commençait à devenir récurrent au cours des années 2000. Et faire une sortie comme celle-ci, au lieu de montrer le chemin à la jeune génération, il faisait que les casser. Et à partir de ce moment-là, oui, Ferguson a dit que voilà, c'est bon, on va commencer à initier et opérer le changement qu'il faut pour que Manchester entame un nouveau cycle, et ce nouveau cycle il va se faire sans Roy Keane, à juste titre, même si ça a été de très belles années et que ça s'est mal terminé et qu'il y a eu beaucoup de rancœur et de rancune entre les deux, surtout de la part de Roy Keane qui a mis du temps à pardonner à Ferguson, et vice-versa. Je pense que cette incompréhension a été un peu difficile pour les deux hommes, et c'est dommage que, on va dire, une partie du Manchester post-Cantona se termine comme ça. Mais excusez-moi, pour intervenir, pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles Christ, Roy Keane, j'ai regardé une interview de lui il n'y a pas très longtemps, et on lui a demandé quel est pour lui le meilleur entraîneur qu'il a eu, et pour lui, c'est Brian Clough. C'est pas du tout Ferguson. Pour vous montrer vraiment que, alors qu'il a eu beaucoup plus d'accomplissements sous Ferguson que sous Brian Clough. Mais pour lui, c'est Brian Clough le meilleur coach qu'il a eu. Ça montre l'animosité qu'il y a encore en fait entre les deux. Mais comme tu l'as dit, plus de Robbie Keane envers Sir Alex que l'inverse, quoi. Alors, on aurait pu parler dans ce podcast, d'ailleurs on l'a mentionné quelques fois, des grands matchs qu'il y a eu entre ces deux joueurs. On a parlé de la demi-finale en 99, on a parlé aussi de août 99 avec cette fameuse bagarre avec Stam, et dans laquelle Roy Keane met un doublé. Donc là, on a parlé aussi des qualités de buteur de Roy Keane. On aurait pu parler aussi de février 2001 où Manchester bat 6-1 Arsenal avec le triplé de York. Et il y a Keane aussi qui marque un but ce jour-là. J'aimerais quand même qu'on parle de deux matchs très importants, selon moi, pour terminer à la fois ce podcast et la carrière respective de ces deux garçons avec ces deux clubs, c'est ceux de l'année 2005. Le premier sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui avec lequel, Raphaël, tu as ouvert l'émission. C'est cette bataille d'Highbury, où Arsenal perd à la maison 2-4, mais c'était surtout ces propos-là, ces insultes qu'il y a eu dans les vestiaires. Oh oui, des vraies insultes qui se sont amenées sur le terrain. Il y a eu beaucoup de tensions dans ce match-là. On a pu l'aborder dans un autre podcast sur Cristiano Ronaldo, où il y avait des grosses tensions entre Thierry Henry, Cristiano aussi à l'époque avec le public de Highbury, et à juste titre. Et un match avec beaucoup de rebondissements, un très gros match de Giggs, très gros match également de Cristiano Ronaldo. Mais ça, c'était un match vraiment marquant parce que Arsenal dominait vraiment la première ligue depuis 2-3 ans. Et sortait de son année d'invincible. Et là, vraiment, c'était vraiment le début, on va dire, de la renaissance, même si la période était très courte, mais c'était vraiment le début de la renaissance et du nouveau du Manchester United. Donc ce match-là a forcément amené cette rivalité à un paroxysme, et qui s'en est suivi par la suite. Donc je vais rebondir sur la finale des FA Cup qui s'est soldée sur un score de 5-4 au penalty pour Arsenal, avec Vieira qui donne la victoire aussi sur péno.
Mais voilà, c'est deux matchs vraiment qui ont, on va dire, sonné la fin de cette grosse rivalité, enfin la fin de cette période entre La fin de cette histoire, en fait. De cette histoire, un peu de rivalité sportive, mais à la fois aussi sur l'électricité qu'il y avait entre ces hommes, ces coachs et ces deux clubs. Justement, je crie cette finale de FA Cup 2005. Il y a une victoire, comme l'a dit Raphaël, au tir au but d'Arsenal. Comme un symbole, les deux tireurs de chaque côté sont Patrick Vieira et Roy Keane. C'est Patrick Vieira qui tire en dernier et qui donne le trophée, encore une fois comme un symbole. Mais c'est aussi, il ne le sait pas, je pense, à ce moment-là, où c'est que c'est le dernier match de Patrick Vieira avec Arsenal. Oui, en plus, je pense que ça marque aussi la fin de Arsenal victorieux. De cet Arsenal qui pouvait gagner, qui était capable de gagner. Et en plus, ils ont mis 9 ans avant de remporter un trophée avant ce tir au but. Donc, là, je ne sais pas si Vieira comptait partir. C'est vrai qu'il y avait des bruits les années précédentes comme quoi il pouvait aller au Real. Et sur cet été 2005, en plus, on est revenu dessus sur le podcast sur l'équipe de Capello. Quand Vieira arrive, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le football européen, parce qu'on sait la valeur de Patrick Vieira à cette époque-là. Il est au sommet de son physiquement, de tout ce qu'il pouvait faire. Il a 29 ans, il est indispensable, c'est le capitaine de l'équipe de France, avant que Zidane ne revienne. Oui, là quand tu vois ce joueur-là, sur cette année 2005, il met le penalty, on va dire qu'il clôt une page très heureuse de Arsenal et donc de l'autre côté un joueur comme Roy Keane, c'est peut-être que là il sent que l'équipe ne va plus être compétitive. Déjà de mes souvenirs, Ruud van Nistelrooy avait déjà fustigé le recrutement de Manchester United et il voulait partir dès 2005 au Real. Donc il y avait vraiment cette idée de tourner une page et que cette saison 2005-2006 n'allait pas être une saison très réussi pour Roy Keane, mais qui a précipité son départ. Mais c'est vrai que 2005 marque un tournant dans cette rivalité. Et surtout, ça marque aussi un tournant parce qu'il y a aussi Chelsea qui montre le bout de son nez et que la rivalité va être ailleurs. Pas que Chelsea, justement, j'allais en venir. Alors, juste pour être précis par rapport à ce non-départ au Real, il explique après en fait, qu'il regrette que Arsenal n'ait pas insisté pour le garder. Et il a expliqué que s'il avait su que ça se serait passé comme ça, j'aurais dit oui au Real et c'est un des gros regrets de sa carrière. Là, tu viens de parler de Chelsea qui fait la transition entre Arsenal et le renouveau de Manchester United. Moi, j'aimerais, pour terminer le podcast, et là, je donne la parole à Johan, c'est que les victoires de Chelsea se font notamment grâce à un certain Claude Makelele. Claude Makelele qui joue en point de basse alors que tout le monde joue en 4-4-2, lui joue en point de basse dans un milieu à 3. En fait, Claude Makelele a ringardisé Arsenal, Manchester United et quelque part Vieira et Roy Keane. Je pense que oui, c'est clair. Je pense que tu as tout dit à ce niveau-là. Claude Makelele a ringardisé le milieu de terrain de Manchester United et puis d'Arsenal. Ça a été vraiment... En fait, cette saison 2004-2005 montre vraiment la bascule qu'il y a d'un point de vue tactique et d'un point de vue aussi générationnel en première ligue. Out la génération la génération Arsenal, la rivalité Arsenal Manchester United, elle est finie à ce moment-là. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y a une rivalité Chelsea-Liverpool qui se crée, même si c'est vrai que Chelsea et Liverpool seront souvent au centre des débats lors des saisons qui arrivent, mais il est clair que là, la tactique justement de Chelsea qui visait ce 4-3-3 avec Makelele en point de base montre vraiment que il faut passer à autre chose, les gars. C'est vraiment ce qui se dit en fait, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et c'est ce que Ferguson aura compris justement 2 ans après, quand il gagnera de nouveau le titre en 2007. Mais oui, c'est clair que là, l'arrivée de Mourinho et puis cette révolution tactique justement montre vraiment la fin d'une ère qui sonne entre Arsenal et Manchester United, quoi. Roy Keane et Patrick Vieira qui se sont affrontés en Angleterre 19 fois. Il y a eu 5 matchs nuls, 6 victoires pour Patrick Vieira, 8 victoires pour Roy Keane. Dernière question, qui a gagné la bataille? Raphaël? Patrick Vieira pour moi. Patrick Vieira? Pour moi, Patrick Vieira, parce que je parle même pas en nombre de titres, etc. Je parle même pas de ça, mais je trouve que
Enfin, moi, je préférais le joueur qui était Vieira parce que déjà, moi, je prends tout le contexte. Je prends aussi la carrière internationale pour moi qui était plus aboutie pour Vieira. J'étais très déçu quand McCarthy n'a pas retenu Roy Keane pour le Mondial 2002 suite à leur querelle. Mais Vieira, pour moi, pour son ensemble, le fait que ce soit aussi un Français qui joue en Première Ligue, c'était l'un des premiers Français à l'époque à vraiment rénover un peu la nouvelle Première Ligue au même titre que Ginola notamment et Emmanuel Petit par la suite. Mais voilà, pour moi, c'est Vieira. Yoann qui gagne la bataille du milieu de terrain. Ça va vous surprendre, mais pour moi, c'est Roy Keane. Pour moi, c'est Roy Keane. Je pense que Roy Keane a été le meilleur d'un point de vue de réalisation qu'il a eu à Manchester par rapport à Arsenal. Je pense que Roy Keane a été le poumon de la plus grande équipe de l'histoire de la Première Ligue. Et je pense que Roy Keane gagne la bataille, mais vraiment de loin, je pense. Ouais. De loin, Gilles Christ? Franchement, il n'y a pas plus belle musique que Johan qui reconnaît la supériorité de Manchester United et de Roy Keane. Reste tranquille. Bien sûr, mais c'est la vérité. C'est la vérité, oui, bien sûr. On aurait pu parler de Roy Keane, de Paul Scholes et de tous ces joueurs qui ont fait Manchester de Cantona, puis Manchester de Roy Keane. Mais c'est vrai que pour moi, Roy Keane est devant. Le palmarès en atteste, bien sûr. Mais je pense que ça a été, on va dire, dans le tournant des années 2000, a été un peu plus à l'avantage de Patrick Vieira. J'allais dire le poids des années aussi, parce que bien sûr, le même âge. J'allais dire, ouais. Faut pas l'oublier. Roy Keane est en 71 quand Vieira est en 76. Voilà, c'est ça, donc 5 ans de différence. Donc du coup, après, c'est vrai que quand Roy Keane s'arrête en 2006, Vieira s'arrête beaucoup plus tard en Italie. Mais moi, je suis très content et fier quand même de voir qu'un joueur comme Roy Keane ait porté aussi haut les couleurs de Manchester United et qu'il ait réussi à être un exemple en termes de palmarès et aussi en termes d'état d'esprit en tant que Red Devils. Alors c'est sur ces mots que va se terminer ce podcast. C'était un plaisir, encore une fois, comme toujours. Enfin, je sais pas, j'anime cette émission avec vous, messieurs, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je me replonge dans des trucs incroyables. Donc, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous ressentez la même chose que nous, le plaisir qu'on a à faire cette émission. N'hésitez pas à nous le dire aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes depuis lesquelles vous nous écoutez, de faire un petit commentaire pour nous dire si c'est bien ce qu'on fait ou si on devrait s'améliorer, vers où se rendre pour être meilleur pour vos oreilles. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on a été à la hauteur aussi bien que Vieira et Roy Keane. Et puis, on vous dit à très vite. Au revoir les libéraux. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.